Et en ce qui me concerne personnellement, et c'est ça qui m'a le plus choqué, c'est que je suis absolument convaincu qu'il y a une main extérieure qui m'a sorti de là et qui m'a permis de vivre. AVS avec Philippe Robichon. AVS, c'est pour à votre santé. Bonjour, bienvenue, ravi de vous retrouver. Mon invité s'appelle Gérard Dupeyrat. Bonjour et bienvenue. Bonjour Philippe. Vous êtes chirurgien stomatologue, spécialiste de la reconstruction du visage et du sourire. Une vocation née un jour de 1967 quand votre médecin de famille a ressuscité votre grand-père. Ouais, c'est exactement ça. Et c'est vrai que c'est de là qu'est partie la vocation de faire médecine. Oui, de faire médecine, parce que c'était pas stomato. Ah non, pas du tout, ouais. Je savais pas du tout. Moi, c'était la notion de mon grand-père que j'adorais plus que tout. Je le voyais en train de mourir. Moi, j'étais tout gamin. Et il y avait un toubib, le médecin généraliste, qui venait. Il lui faisait une petite piqûre, un truc, et puis il était ressuscité. Ouais. Donc je me suis dit, c'est le plus beau métier du monde et c'est ça que je veux faire. Médecin de campagne. Voilà, exactement. À la base, c'était ça. C'était pas du tout envisager une spécialité. C'était pas du tout ça. Ouais, c'est à Georges Perry que vous devrez donc votre spécialisation plus tard dans la chirurgie maxillofaciale. C'était nouveau quand même à l'époque. Ça faisait partie des spécialités qui étaient sur le papier inscrites depuis un petit moment, mais dans la réalité, c'était en plein développement. En fait, c'était l'évolution des fameuses gueules cassées des années 1914-1918 lors de la Première Guerre mondiale. Et c'est vrai que Georges Perry était... précurseur, le terme est un petit peu exagéré, mais on a été au début de cette nouvelle spécialité. C'était avec des techniques chirurgicales qui émanaient de la même manière que la chirurgie plastique vient en très 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 grande partie du Brésil. Enfin, toutes les nouvelles technologies. Chez nous, en chirurgie maxillofaciale, ça venait de Suisse, notamment d'un type qui s'appelait un professeur, qui s'appelait Hopwegeser, et qui a mis beaucoup de techniques de chirurgie maxillofaciale au point, de manière à repositionner les masses osseuses, à reconfigurer un visage. Et à l'époque, c'était surtout la chirurgie suite à des accidents de la route, à des bagarres qui étaient assez violentes, parce que à l'époque, moi j'étais à Clermont-Ferrand, donc les balles du samedi soir, c'était un peu chaud. Et puis aussi quelques traumas de guerre qu'on récupérait, mais c'était surtout les accidents de la route et les bagarres avec des visages qui étaient vraiment déformés. Et ce qui m'avait beaucoup... J'étais interne à cette époque-là, et ce qui m'avait beaucoup touché, c'était que on est habitué à voir le visage, en fait, c'est un petit peu, j'exagère, mais c'est un petit peu le passeport de l'être humain. Et quand vous voyez un visage qui est vraiment détruit, c'est l'absence, il y a une forme d'absence d'humanité. Et quand vous le reconstruisez et que vous revoyez le patient quelques semaines après, même si c'est de la reconstruction, on n'est pas du tout dans la chirurgie esthétique, plastique, mais vraiment en reconstruction, la personne, le patient a repris, on l'a vu aux urgences dans un état absolument catastrophique, c'est-à-dire qu'il avait un corps un petit peu abîmé, mais surtout le visage qui correspond plus aux critères, on va dire, humains. J'exagère, mais c'est quand même beaucoup ça. Et on le revoit plusieurs semaines, plusieurs mois après en contrôle post-opératoire. Et là, on se retrouve face à quelqu'un qui a récupéré toute humanité. C'est vraiment de la reconstruction, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Et ça m'avait vraiment donné la niaque. J'étais profondément concerné par ce problème-là. Eh bien, ça tombe bien parce qu'on ne va pas du tout en parler aujourd'hui. On va parler de votre histoire. On vous surnomme Lazare le Miraculé ou alors Street Writer pour ceux qui vous suivent aux États-Unis. Vous publiez Revenu de la mort. Un médecin raconte son expérience de mort éminente qui a changé sa vie aux éditions Lazare et Capucine. Un livre dans lequel, à 65 ans, vous vous défaites de votre enveloppe de cartésien et de votre personnage social. Combien de temps vous a-t-il fallu pour comprendre que vous aviez vécu une expérience de mort imminente ? Alors,
Au tout début, c'était simplement des souvenirs et des flashs, mais qui se sont... Mais qui a mis des mots sur ce que vous aviez vécu ? Expérience de mort imminente. Ça a été, je dirais, 6 mois... entre 6 mois et 1 an après, parce qu'en fait, le problème, c'est qu'au début, je n'arrivais plus du tout à me nourrir, je n'arrivais plus à marcher, je n'arrivais plus à bouger les membres supérieurs. Enfin, c'était, je ne veux pas faire Zola, mais c'était catastrophique. On va raconter votre histoire. Ok, et donc le début, moi dans ma tête, j'avais des flashs, j'avais des trucs comme ça où, bon, effectivement, ce qui après on a mis le terme de mort imminente. Pour être très très franc avec toi, au début, j'en avais rien à foutre. Je le percevais, je le constatais, mais mon problème, c'était d'arriver à me tenir debout, arriver à boire un tout petit verre d'eau, et ça a duré, ça a duré des mois. J'étais vraiment un légume dans un lit. Donc en fait, j'étais pas du tout dans ni l'explication, ni le... Mais ma question, c'est de savoir qui a dit ce que vous avez vécu ou ce que tu as vécu, c'est une expérience de mort imminente. Qui c'est qui vous l'a dit, ça ? La première personne qui me l'a dit, c'est un de mes avocats, ça n'a rien à voir, mais qui venait au tout début quand j'étais donné pour... j'avais très peu de chance de m'en sortir. Donc il venait très 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 souvent. Et puis quand je lui en ai parlé, mais je ne sais pas combien de mois après, entre 6 mois et 1 an après, il m'a dit d'une manière très sérieuse, alors que souvent, autant c'est un super avocat, autant il a du recul, il a de l'ironie. C'est lui qui m'a dit, mon pote, t'as vécu une expérience de mort imminente. Vous êtes né à l'automne 1956 en Auvergne et vous êtes mort le 20 janvier 2020 à l'hôpital Georges Pompidou de Paris, et pourtant vous êtes là pour en parler avec nous aujourd'hui. Vous nous expliquer ce qui s'est passé ? Pour moi, il y a 2 notions. Il y a une notion que beaucoup de personnes dans mon entourage m'ont donnée, c'est-à-dire que j'étais un battant, j'étais passionné d'arts martiaux, de sport de combat, donc ça donne... J'adorais la vie, donc j'avais une niaque qui j'étais en plein là-dedans la première fois où on s'est rencontrés pour mon premier bouquin, et ça fait presque 30 ans. J'avais une niaque où comment dirais-je, j'étais prêt à tout pour vivre, pour faire mes affaires, pour faire tout ça. Donc il y a pas mal de personnes de mon entourage qui l'ont attribué à ce mental, à ce tempérament. Et en ce qui me concerne personnellement, et c'est ça qui m'a le plus, je dirais pas traumatisé, mais le plus choqué, c'est que je suis absolument convaincu, au risque de passer pour un fou, on en a parlé tout à l'heure, qu'il y a une main extérieure, je sais pas quel terme on peut lui donner, et c'est pas, je dirais, c'est pas mon propos. Une main extérieure qui m'a sorti de là et qui m'a permis de vivre, parce que j'étais donné pour mort, j'ai eu une première complication. Alors vous expliquez, après une dissection de l'aorte, l'une des 2 causes avec l'infarctus de mort subite, les médecins ont informé mes proches que j'étais perdu. Ils ont été invités à me dire adieu, mais aussi à répondre à cette question poignante. Vous opposez-vous au prélèvement d'organes. Donc ça veut dire que... ça veut dire que t'es foutu. Ça veut dire que t'es foutu, et que, vu qu'on sait que tu es foutu... Et les vôtres ont dit OK. On est d'accord pour prélever les organes. De toute manière, ils étaient dans un état absolument catastrophique. Et leur problème, c'était pas de conserver mes organes ou pas. Le problème, c'était qu'ils perdaient le mec qui leur était le plus cher au monde, quoi. Voilà, c'est ça. Mais c'est vrai que quand on en arrive à ce stade-là, en fait, en tant que toubib, ça veut dire que on sait que le mec, il va mourir. Je veux dire, c'est sûr. Alors, je suis, entre guillemets, l'exception qui confirme la règle, mais les médecins, les chirurgiens sont sûrs pratiquement à 100%. Et donc, il faut effectuer le prélèvement des organes après avoir
tenter un dernier coup pour essayer de ressusciter le patient. Mais vu qu'on est pratiquement sûr et certain que c'est fichu, il faut que tout soit prêt pour que les organes soient prélevés, alors qu'ils sont encore très légèrement, microscopiquement vascularisés. Sans ça, c'est foutu. C'est ça la notion du prélèvement d'organes. Il faut lutter contre le temps, quoi. Voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que schématiquement, bon, je vais la faire très courte. Très schématiquement, foutu pour foutu, bon, tu te dis, on va tenter un dernier truc pour le patient, mais on sait très bien que ça va pas marcher. Donc, il faut que tout soit organisé pour le prélèvement. Ces organes. Voilà. Vous revenez sur cette journée du 20 janvier 2020 à 14h30. Oui. Vous vous êtes vu partir dans le miroir, dites-vous, et vous avez quasiment compris tout de suite qu'il se passait quelque chose d'anormal. Donc vous regardez dans le miroir, qu'est-ce que vous voyez ? Ce que je vois, c'est j'avais une douleur extrêmement violente au niveau de la mandibule, qui est arrivée en 1 seconde, alors que 5 minutes avant, j'étais en train de déjeuner manger des nems. Voilà, c'est en plus c'est exactement ça. J'ai dans le resto chinois juste au-dessous du... Oui, parce qu'au bout de 30 ans, vous n'avez pas changé vos habitudes quand même. Non, pas du tout. Et donc, j'étais en train de déjeuner avec une copine et deux patientes, et j'étais en super forme. En super forme, je faisais 30 kilos de plus qu'aujourd'hui, mais j'étais en super forme. Et brutalement, donc vous revenez au cabinet, douleur. Vous revenez au cabinet. Ouais. Je dis bonjour aux patients qui sont dans la salle d'attente. Je vais aux toilettes avant de commencer l'après-midi pour me libérer. Et puis là, à peine je suis arrivé, j'ai une douleur extrêmement violente, mais très brutale au niveau de la mandibule. Je me regarde dans le miroir et je me vois... blanchir de plus en plus, mais c'est en quelques secondes, une douleur extrêmement violente à la poitrine droite. Bon, donc là, moi, je me fais mon petit auto-diagnostic de me dire, ça sent pas bon, c'est un infarctus. Tu es en train de faire un infarct, voilà. Puis avec la vie que j'avais, entre le stress, le sport à fond, y compris les sports de combat, la grosse bouffe, la fête, le tout ça, bon, je me dis, c'est la logique. Et en fait, je suis parti des toilettes pour rejoindre les patients dans la salle d'attente. Et là, j'ai ma jambe droite qui s'est paralysée, mais en quelques secondes. Vous la sentez partir. Et je me suis écroulé devant eux dans la salle d'attente. Et c'est à partir de là où mon entourage professionnel qui était présent ont appelé les pompiers, le SAMU, et tu vois, par exemple, le premier truc en dehors des chirurgiens qui sont exceptionnels, c'était j'étais je sais que je dois pas donner de nom, mais j'en ai rien à foutre, je donne des noms quand même, le professeur Achou et un chirurgien exceptionnel qui s'appelle Mourad Amran, qui est d'origine algérienne. Alors c'est marrant parce que dans le livre vous mettez pas son nom. Non. Vous mettez Mourad A. Bon, c'est pas très compliqué à trouver, mais bon. Voilà, mais c'est un Algérien. C'est à sa demande, c'est à sa demande, parce que moi je voulais. Là vous balancez. Là je balance. Ouais. Ah ben oui, attends, le mec il m'a sauvé la vie. Tu vois, qu'est-ce que il peut y avoir de mieux qu'un mec qui te sauve la vie ? Gérard Dupeyrat, qui est chirurgien, stomatologue, spécialiste de la reconstruction du visage et du sourire. Voilà, c'est vous qui avez ouvert la clinique du sourire. Ouais, c'est ça. C'est vous ? Ouais. Voilà, mais on ne parle pas de ça aujourd'hui puisque vous racontez votre histoire. Revenu de la mort, un médecin raconte son expérience de mort imminente qui a changé sa vie aux éditions Lazare et Capucine. D'ailleurs, on vous surnomme Lazare le miraculé, mais ça, on en reparlera tout à l'heure. Vous revenez sur cette journée du 20 janvier 2020 quand vous vous écroulez au plein milieu de votre cabinet. Vous perdez l'usage de votre jambe avec une douleur à la poitrine terrible et à la mâchoire. Et là, le SAMU arrive et vous dites que une des chances que j'ai eues, parce qu'il y a quand même plusieurs coïncidences dans cette journée-là, du 20 janvier 2020, c'est que les professionnels de santé du SAMU ont tout de suite posé le bon diagnostic. Je dirais, c'est le premier truc hallucinant parce qu'en fait,
une dissection de l'aorte ascendante, c'est excessivement rare. Ça arrive, bien sûr, comme l'infarctus massif, mais c'est quand même très rare par rapport à toutes les pathologies cardiaques. Et si envisager ce diagnostic n'est pas posé très très vite, je vais exagérer en disant dans les dizaines de minutes, mais disons dans les quelques heures qui suivent, les 5% de chances de survie qui te restent, ça tombe à 0%. Donc, mais qu'est-ce que ça change dans la prise en charge? Alors voilà. La différence entre un infarctus, par exemple, et une aorte. L'énorme différence, c'est que le SAMU va t'amener dans un service de chirurgie cardiaque, mais qui n'est pas spécialisé dans la chirurgie de l'aorte. Et ce sont des techniques qui sont que je connais absolument pas évidemment, mais qui sont très très particulières, qui visent en fait à sectionner après des examens immédiats, IRM, etc. Parce que c'est toute une équipe qui te prend en charge. Oui, c'est pluridisciplinaire. Ah oui, c'est complètement pluridisciplinaire. Il y a quand même 8 personnes, vous racontez autour de vous. Facile, ouais. Facile. Et en fait, si tu tombes pas dans le service qui est hyper spécialisé, il y en a très peu, tu tombes dans un service de chirurgie cardiaque qui va être excellent, mais qui ne va pas être en capacité de faire le job. Parce que le job, ça a été mettre mon corps à 24 degrés, c'est-à-dire t'es en mort totale, on t'ouvre, j'ai une cicatrice de là à là, on t'ouvre le sternum, on te sort le cœur. On la voit pas parce que l'agent Fofo qui est pudique vous a rhabillé. Ben oui, j'étais à poil tout à l'heure pour la montrer, il a voulu que je me rhabille. Je lui ai dit, là on perd en efficacité. Donc c'est une ouverture, mais il faut casser, quoi. Bien sûr, oui. D'ailleurs, quand tu regardes sur une radio, ce qui est amusant, c'est j'ai comme une espèce de fermeture éclair au niveau du sternum. C'est les fils d'acier, si tu veux, qui permettent la fermeture. Et en fait, pour en revenir à cette notion de prise en charge, c'est que il faut que tu te retrouves dans le bon service. Ça ne veut pas du tout dire que les autres sont mauvais, ça n'a rien à voir. C'est quelque chose de très très particulier, parce que l'intervention, donc, elle consiste entre autres à faire ça. Et la finalité de ce type d'intervention, c'est ce que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire que j'ai un bout d'aorte ascendante en moins, et j'ai une prothèse d'aorte ascendante. Donc en fait, c'est une chirurgie qui est très 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 particulière. Qui nécessite une vraie équipe soudée, je dirais un petit peu comme une équipe de rugby. Chacun a sa fonction, et c'est l'ensemble de tout ça qui va permettre que le patient a une micro-chance, mais une chance quand même de survivre. Mais contrairement à beaucoup d'autres pathologies ou d'autres accidents, cardiovasculaires ou autres, la prise de décision, t'as pas des heures et des heures pour dire voilà, il faut faire ça, faut faire ça, faut faire ça. Le bloc, il doit être prêt, les équipes doivent être prêtes, doivent être là, c'est vraiment donc il faut que ce soit t'as que et encore même pas quelques heures pour prendre la décision et ouvrir. Alors vous êtes transféré donc à l'hôpital Georges Pompidou, donc justement qui est spécialisé absolument dans cette pathologie. Il y a un truc qui s'appelle SOS Aorte, et le gars du SAMU, ce qui m'a fait marrer, c'est beaucoup dire, mais j'étais en train de plus ou moins tomber dans le coma, mais j'étais encore dans la salle d'attente, j'étais allongé, j'étais encore un petit peu conscient, et le médecin du SAMU, qui est le premier confrère à qui je dois la vie, m'a dit en rigolant, mais vous êtes médecin aussi, à votre avis vous faites quoi? Et moi je lui dis j'étais beaucoup moins détendu qu'aujourd'hui, je te le dis tout de suite. Je fais un infarctus, et puis vu que je sens plus la jambe droite, il doit y avoir l'iliaque qui est bouché, donc ça va se finir en stents, et là il me regarde et il me dit non, je pense plutôt que c'est une dissection d'aorte. Et là, quand tu as fait
quand tu as été Quand tu interne, revois tes 12 années de médecine. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Et tu penses aux questions d'internat. À mon époque, parce que je suis un vieux con, on avait les grandes questions et les petites questions. Et parmi les petites questions, tu avais les 2 causes de mort subite. Et les 2 causes de mort subite, c'est l'infarctus massif et la dissection de l'aorte ascendante. Et là, vous êtes dans la... Merde. Ouais. Ah mais vraiment. Parce que vous le comprenez, parce que vous êtes vous médecin et vous comprenez tout de suite ce que ça veut dire et les conséquences que ça a. Tu te dis, alors déjà les gars ils t'ont mis une perf, donc tu es déjà moins conscient, mais le peu de conscience qui te reste, tu te dis ça y est, c'est fini. C'est fini. Vous restez 8 heures sur la table d'opération. Ouais, c'est vachement long. Je suis resté conscient et à un moment donné, vous êtes aspiré par un tunnel. Qu'est-ce qui se passe ? Ce qui est complètement dingue, c'est que tu perçois une aspiration et surtout, tu es aspiré vers le haut. Vous vous dites que vous êtes au niveau du plafond et que vous êtes au-dessus, au-dessus de l'action, en fait. Ouais, c'est ça. Vous assistez à ce qui se passe. C'est ça. Mais vraiment au-dessus, c'est-à-dire que tu vois un corps avec des tuyaux, donc c'est le tien, mais ça t'en sais rien. Et avec toute une équipe autour qui est très calme, qui agit. Et ce qui est dingue, c'est que très très vite, tu te retrouves au milieu, cette image disparaît complètement, et c'est ça qui m'a le plus, si je dis traumatisé psychologiquement, c'est un peu exagéré, mais qui m'a le plus choqué, c'est tu te retrouves dans une lumière blanche, et quand je dis lumière, c'est pas une lumière, c'est une ambiance blanche comme un petit peu nuageuse, mais nuageuse avec des nuages qui sont blancs immaculés. Je suis incapable de te le retranscrire avec les mots de la langue française. C'est complètement dingue. Et ce qui m'a beaucoup touché, c'est que tu as une impression d'apaisement, de bonheur, et même les termes de bonheur, d'apaisement, c'est beaucoup plus fort que ça. C'est beaucoup plus fort que ça. Dans ma vie, j'ai eu la chance comme tout le monde, de vivre des moments de bonheur, d'être heureux. J'ai eu plein de merde aussi, mais d'être heureux, mais ça va très au-delà. Tu planes, quoi. Enfin, quand je dis tu planes, mais dans le sens positif du terme. Et c'est complètement dingue. Ça dure, moi j'ai l'impression que ça avait duré vraiment longtemps, et progressivement tu croises les visages en couleur, parce qu'on m'a posé la question, de défunts qui sont proches, que ce soit de ta famille, que ce soit des amis avec qui tu as passé des grandes périodes de ta vie. Et ce qui est, avec le recul et toutes les questions qu'on a pu me poser, tu les vois non pas à la fin de leur vie, non pas jeunes par exemple, comme des amis très proches que j'ai connus dans les sports de combat, que j'ai connus il y a 40 ans, tu les vois pas comme il y a 40 ans, mais au milieu de leur vie, tu vois, mais tu vois que le visage. Et tous les visages ont une expression bienveillante, soit par le regard, soit par un petit sourire, mais tu n'as aucun mot qui est exprimé. Après ça disparaît, tu te retrouves dans cette atmosphère blanche immaculée, mais c'est plus que blanche immaculée, c'est incroyable. On va dire blanche immaculée parce qu'il faut bien mettre des termes en langue française. Après, tu revois un visage. Après, tu retombes dans ce truc de blanc immaculé. Après, tu vas en croiser 2 ou 3. Et c'est toujours cette impression qui se dégage, qui est une impression de... Comment dirais-je, comme si on... Ouais, je vais passer pour un fou, mais c'est pas grave. Comme si on t'accueillait, si tu veux, entre guillemets, dans un autre monde.
J'exagère quand je dis ça. Mais c'est... ouais, c'est un petit peu ça. C'est vraiment une impression de... Ce ne sont pas des visages qui ne dégageraient aucun sentiment. C'est un sentiment positif. Alors, il y a votre grand-père bien-aimé, il y a votre père, il y a votre grand-mère. Ouais. Vous revoyez votre vie dans les yeux de votre grand-père. Ouais. Votre vie défile sous vos yeux, donc ça fait partie des images qu'on connaît. Ouais. Mais moi, je voudrais qu'on revienne sur ce tunnel. Ouais. Bon, ce tunnel, il ressemble à quoi, en fait ? Bah, c'est comme... C'est un tunnel ou c'est un truc, on va dire... Je dis tunnel, c'est comme... T'es aspiré entre deux limites, entre deux... Voilà. Donc, on peut l'appeler tunnel. Mais c'est aspiré vers le haut. C'est aspiré vers le haut. Et à ce moment-là, le ressenti physique, c'est lequel ? Aucun. J'en ai aucune. C'est quoi ? C'est votre esprit ? C'est votre conscience ? Si vous deviez définir ce qui est aspiré ? Moi, je dirais c'est l'esprit. Alors après, on peut mettre des termes, on peut parler de l'esprit, on peut parler de l'âme. On peut pas, sincèrement, non, mais de ce que vous, ce que je ressens, oui, de ce que vous en avez perçu. Ce que j'ai perçu, c'est vraiment cette notion d'aspiration, comme si t'avais un aspirateur en haut, par exemple, en haut du studio, et que tous les trois, on se retrouve, ploup. Oh, pitié. Non mais tu vois ce que je veux dire. Alors Gérard. Tu vois, c'est ça, il y a ça. Mais est-ce que vous sentez quelque chose ? Parce qu'une aspiration, ça peut être violent quand même. Il y a un côté rapide, mais pas violent. Mais rapide, ouais. C'est pas, je suis pas en train de monter, que ce soit moi, que ce soit mon âme, mon esprit, peu importe, j'en sais rien. Mais je suis pas en train de monter tout doucement. C'est rapide, mais c'est pas violent. C'est pas, t'es là, ploup, tu te retrouves là en une seconde, pas du tout. Mais c'est rapide quand même. Mais j'ai pas eu cette impression d'être arraché violemment et non. Oui, c'est pas un décollage collé au siège. Voilà, c'est ça. C'est ça. Voilà, quand un médecin raconte son histoire d'expérience de mort imminente, eh bien c'est un livre que publie Gérard Dupeyrat, chirurgien maxillo-facial, et je rappelle que vous publiez Gérard, Revenu de la mort, un médecin raconte son expérience de mort imminente qui a changé sa vie aux éditions Lazare et Capucine. Vous pouvez montrer le livre à la caméra puisque l'émission est filmée. Vous expliquez comment vous avez été aspiré dans ce tunnel alors que vous étiez sur la table d'opération. À quel moment vous êtes redescendu ? Je suis jamais redescendu. Vous savez ça ? Non. Je suis jamais redescendu. Enfin, j'ai pas eu j'ai absolument aucun souvenir d'une redescente, comme je te disais. Après, je me suis retrouvé donc dans cet espace blanc immaculé, en croisant des visages, etc. Et puis après, c'est au bout de combien de temps ? J'en sais absolument rien. Après, tout ça a disparu et je me suis retrouvé en réanimation avec des tuyaux partout et des bips. C'était les appareils qui me surveillaient, si tu veux. Mais j'ai pas eu du tout l'impression. J'ai plutôt eu... en fait, ce que j'ai eu, c'est l'impression d'être dans une autre configuration. Ça, c'est évident. Et je suis passé de cette autre configuration à une réalité beaucoup plus cartésienne. J'étais dans un lit, dans le service de réanimation, avec des contrôles par plein d'appareils autour de moi. Il y a un de mes potes, notamment, c'est l'avocat dont je te parlais tout à l'heure, qui m'a dit, Gérard, quand on rentrait dans le truc de réa et qu'on venait de voir, on avait l'impression d'une cabine de Boeing. Ça clignotait partout. Ah ouais. Toi, tu étais au milieu avec les tuyaux qui sortaient de
d'un petit peu, enfin de toute cette partie, quoi. Et puis, mais j'ai pas eu du tout une impression de autant l'aspiration. Alors là, c'est évident. Le contexte de cette lumière immaculée, blanche, le fait de croiser, les visages, tout ça, alors là, c'est... Vous n'avez pas croisé de vivants? Non. Il n'y avait que aucun. Il y avait que des morts. Ouais, aucun. Et dans on va dire, je fais très attention, parce que moi, ma frousse, vu que je suis un mec, que tu m'as connu à cette époque-là, un mec vachement cartésien, passionné de sport de combat, de chirurgie, de tout ça. Donc je veux dire, tout est calé. Je veux dire, tout est. Je fais attention aux termes parce que par rapport à moi-même, ma première crainte, c'était de passer pour un fou. Je dis bien par rapport à moi-même. C'est de perdre votre crédibilité. Alors quand vous dites cartésien, vous êtes un scientifique. Bon, voilà. Donc tout doit être prouvé, machin. C'est ça. Ouais, et toutes ces histoires d'expériences de mort imminente, c'est des choses auxquelles vous ne croyez pas. Ah ben, absolument pas. J'en avais entendu parler. A priori, c'est quelque chose. Vous n'êtes même pas client. Ah bah pas du tout. Si un jour quelqu'un vous raconte ça, il va... Ah mais pour moi c'est un fêlé. Ouais, c'est ça. Pour moi c'est un fêlé. Ouais. Et les 2 patients qui m'en avaient parlé il y a très longtemps, à l'époque où j'étais assistant en maxillofacial en Auvergne, qu'ils avaient trouvé un tunnel. Pour moi c'était évident. C'était juste un trauma post-chirurgical, post-traumatique, qui fait que tu as des zones cérébrales qui sont moins bien vascularisées, voire non vascularisées pendant une petite période, avec des incidences sur l'hippocampe, sur l'amygdale cérébrale, sur les lobes temporaux, et pour moi j'appelle ça, pour moi c'était de l'hallucination, tu vois. En général il y a des séquelles. Hein. Bah voilà. En général, quand ça arrive, il y a des séquelles. Bon, exactement. Visiblement, on est archi d'accord. Vous n'en avez pas. Non. Et c'est ça qui m'a fait le... Mais ce qui n'empêche que vous vous êtes posé des questions. Énormément. Il y avait beaucoup de pourquoi donc, dans votre tête. Énormément de pourquoi. Énormément. Pourquoi ça s'est passé comme ça ? Pas l'étiologie, pas la cause de ce qui m'est arrivé, parce que ça je la connais, hein, c'est la vie que j'avais avant, donc j'ai pas été... Gérard, faut arrêter les filles. Hein. Faut tout arrêter. À un moment donné, on va plus à la gym à minuit. Voilà, c'est exactement ça. Le footing à 23h, c'est mort. C'est ça. Le lido, c'est terminé. Enfin voilà. Non, mais c'est exactement ça, si tu veux. Ouais. Non, mais il faut en prendre conscience. C'est ça. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des messages dans la vie, tu dis, c'est fini. C'est ça. C'est fini. C'était ta vie d'avant, ça. Ouais, tout à fait. Et si tu veux, autant je suis... Mais je déconne pas, c'est pas de la méthode Coué. Je suis très content, mais vraiment, de la vie que j'ai aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur les choses, sur la vie, sur l'être humain. Je suis pas du tout devenu, par rapport à ce que tu m'as connu, ni philosophe, ni bouddhiste, tu vois. Mais j'ai une perception des choses qui est totalement différente. Par contre, on me dirait, Gérard, la vie que tu as eue avant, c'est-à-dire à 300 à l'heure, quitte à prendre le risque de recrever, est-ce que tu re-signes pour ? Philippe, je te dis tout de suite, je re-signe. Tu vois, parce qu'elle était géniale. J'ai fait tout ce qui m'a plu, si tu veux, sur tous les plans. Donc c'était vraiment génial. Et après, il a fallu repartir de zéro, puisqu'en fait, tous les automatismes de la vie, vous les aviez perdus. Absolument. Attraper un stylo, tenir une cuillère, boire de l'eau. Tu vois, cette bouteille que tu as eu la gentillesse de me filer en étant convaincu que j'allais trop parler, quand j'étais dans le lit, imagine qu'elle soit là. Je sais pas si on voit... Si, on a les caméras. J'étais comme ça. Grosso modo, j'ai pas chronométré, mais facilement 20 minutes ou une demi-heure, avec ma main, pour prendre la bouteille d'eau. Et tiens-toi bien, la bouteille d'eau, ma main, au bout de 20 minutes, une demi-heure, elle était là. Alors que la bouteille était là.
et j'ai mis je sais pas combien de temps pour arriver, si tu veux, à venir, en mettant un temps infini, à venir en ayant conscience de l'espace, et que la main mette toujours ce temps infini pour venir chercher la bouteille qui était là, alors qu'avant, ma main, elle atterrissait là, et si elle atterrissait là, c'était un coup de bol. Tu vois, et là, tu te dis, putain... Mais avec du recul, qu'est-ce qui vous a permis de vous en sortir ? Pour moi... C'est quoi la colonne vertébrale qui fait qu'aujourd'hui, vous êtes là ? Bah, je vais te faire certainement sauter au plafond, parce que alors moi j'aurais sauté au plafond. J'ai mal au dos aujourd'hui, donc. Ok, ça va. Alors sautiller au plafond. Je vais sautiller, ouais. Pour moi, c'est une main qui vient du ciel. Et après, comme dans je l'aimais bien ça avant, cette poésie de La Fontaine, tu sais, le charretier embourbé qui se finit avec cette notion aide-toi, le ciel t'aidera. C'est vrai que si moi, mon mental a pu avoir un tout petit effet pour aller un peu dans ce sens, aide-toi, le ciel t'aidera, c'est le ciel qui m'a aidé. Ça, c'est une main céleste qui, ça, j'en suis convaincu, quitte à passer pour un fou furieux, mais j'en suis convaincu. Et la seule petite chose que j'ai pu peut-être apporter, c'est le fait que j'adorais la vie plus que tout, et j'adore la vie, et le mental qui m'a été forgé, je pense, par les sports de combat. Voilà, le mental de sportif. Ouais. Où tu peux pas accepter, tu vois ce que je veux dire, tu comprends la défaite, parce que la défaite, quand tu montes sur un ring ou sur un tatami, que tu es convaincu de gagner, et que tu redescends parce que tu es KO, parce que tu as pris un mawashi dans la tronche, ou parce que tu as pris un coup de coude au foie, bon, bah, tu te dis finalement, ça t'apprend l'humilité. Ça c'est clair et net, et tu sais que rien n'est mais voilà, ça s'arrête là. Mais pourquoi vous lui donnez pas un nom à cette main ? Parce que vous êtes croyant, vous. Alors, vous avez été élevé, en tout cas... Alors, moi, je suis d'origine catholique. Voilà, mais vous avez avec des parents très pratiquants. Ah oui, des parents très, très pratiquants. Voilà, donc vous avez baigné dans une éducation... Ouais. Et je m'en suis éloigné d'une certaine manière. Mais est-ce que cette main, c'est Dieu ? On peut l'appeler Dieu, ouais. J'ai rien contre. Absolument. Non, mais non, moi je vous demande pas ce pourquoi vous êtes contre. Je vous demande ce pourquoi vous êtes pour. C'est-à-dire qu'en fait, cette main, vous lui donnez pas de nom. C'est ça qui me... Oui, parce que je sais pas... si tu veux, je préfère parler... peut-être que dans quelques mois, je te dirai autre chose, mais aujourd'hui, je préfère parler d'une main céleste. Ouais. Que de lui donner un nom. Que de lui donner un nom, tu vois. C'est surtout, et ça j'en suis convaincu, mais à 3000%, parce qu'il y a eu cet accident le 20 janvier. Après la chirurgie, je me suis tapé une tamponnade cardiaque. La tamponnade cardiaque, t'as surtout derrière une chirurgie comme j'ai eu, t'as 4 jours après, vous êtes de nouveau sur le billard. Tu vois. Mais parce que l'émission arrive à sa fin, mais est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos valeurs aujourd'hui ? Ah ben, la valeur que j'avais déjà avant, grâce au sport de combat et qui a augmenté, c'est le respect de l'autre. Mais je déconne pas, c'est vraiment un truc qui est pour moi très 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 important, et c'est une valeur, la première valeur que je trouve dans notre société, on l'a perdue. L'humilité. Et c'est pas du tout du pipeau, mais je pense que si on avait des égos, bien sûr qu'on a tous des égos, mais s'ils étaient un petit peu mieux placés, ça serait pas plus mal. Et puis, quand je parle du respect, je parle non seulement du respect de l'autre, mais du respect de la nature. Et je suis pas du tout écolo, hein, c'est pas du tout, tu vois, mais c'est le respect des choses qui ont été créées pour que l'on vive correctement, que l'on vive bien. Et aujourd'hui, oui, je crois que c'est ça, c'est le respect, l'humilité. Et je crois que c'est ça, les valeurs. Et puis le fait de prendre conscience
de prendre conscience que tout ce qui nous entoure peut être beau, peut être bien. Et la suite est dans ce livre, Gérard Dupeyrat, que vous publiez, que vous montrez à la caméra, Revenu de la mort. Un médecin raconte son expérience de mort imminente qui a changé sa vie aux éditions Lazare et Capucine. Vous réécouterez l'émission en podcast sur beurrefm.net et vous verrez la captation de cette émission sur la chaîne vidéo de Beurre FM. Merci, enfin chaîne YouTube, pardon. Merci d'avoir été avec nous, Gérard Dupeyrat. Merci beaucoup, Philippe. Avec beaucoup de plaisir. À dans 30 ans. Et... Non, arrête. Oui, on sera peut-être pas frais dans 30 ans. Oui, voilà, c'est ça. Je suis d'accord. Bon, mais on sait jamais. On enlèvera les taxes. Exactement. Une très belle journée santé sur Beurre FM.